l'approche par contingence. Je l'avais déjà présenté en 2022, donc il y a quelques petits exemples que j'ai repris de 2022. Je tiens à dire aussi que je me suis inspiré des présentations qu'on a eues à l'activité scientifique du CSCTC là, le 27 novembre, si je ne me trompe pas. Et puis, je m'inspire aussi d'une discussion de cas qu'on a eue pendant une retraite de la clinique externe du service de psychiatrie des toxicomanies, où est-ce qu'on a pu discuter de cette approche par contingence-là, puis potentiellement son application. Donc aujourd'hui, c'est un peu le culminement de tout ça. Puis j'ai eu de l'aide aussi là, de certains collègues, dont le Dr Dubreuil et d'autres membres du hub de l'équipe ressources qui m'ont aidé dans la réalisation de cette capsule d'aujourd'hui. Alors, bon, partenariat. Intérêt du membre, j'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel. Je n'ai pas de billet non plus. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, on va définir la gestion des contingences. On va comprendre les modalités ou les principes d'une approche par contingence. On va identifier les potentiels enjeux. Et puis, on va réfléchir dans un dernier temps à l'application de la gestion des contingences dans un contexte clinique. Donc, le slide. Alors, qu'est-ce que la gestion des contingences? On a soit une stratégie de planification financière pour anticiper les imprévus, une méthode pour punir les comportements indésirables afin de réduire leur fréquence, une intervention comportementale visant à renforcer les comportements souhaités et augmenter la motivation à les reproduire, ou une approche qui vise à ignorer les comportements problématiques afin qu'ils disparaissent naturellement. Bien. Passer à la question suivante. Ben, attends, je vois encore des gens qui répondent. Ok. Passons à la question suivante. Vrai ou faux, le comportement ciblé par la gestion À des la gestion des contingences doit contingences être doit être l'abstinence. pertinente. Très bien. OK. On va poursuivre avec la capsule. On aura les réponses dans un deuxième temps, mais la plupart, il y avait un peu des attrapes là, dans les questions, mais on va y revenir au fil de la capsule. Donc, qu'est-ce que la contingence? Le terme contingence comme tel, ben, il provient du terme latin contingentia, qui définit ce qui peut arriver, l'hasard, un peu le caractère imprévisible des événements. Puis pour ceux d'entre vous qui ont répondu que c'est une technique utilisée dans la gestion de projet, ben, vous n'aviez pas tout à fait tort non plus parce que effectivement, c'est utilisé dans certains projets afin de prévoir puis limiter les risques et les imprévus qui pourraient survenir. Donc, avoir un plan à cet effet-là. Un bref regard sur le contexte social actuel, je vais y aller très rapidement, là, mais pourquoi penser la gestion des contingences? Ben, on observe quand même un taux de mortalité qui est significativement plus élevé chez les personnes ayant des troubles d'usage liés aux substances. Il y a eu une réponse nationale par rapport à la crise des opioïdes, donc on pense à la distribution de naloxone à grande échelle ou les sites d'injection supervisés. Une prolifération des substances, donc l'augmentation de leur toxicité, puis une absence d'intervention efficace pour certaines d'entre elles. On pense au cristal meth, mais pour ceux qui étaient là à l'activité scientifique, c'est sûr, la présentation de Dr Garel est venue nous apporter d'autres pistes d'intervention. Puis, effectivement aussi l'effritement du filet de sécurité sociale, donc l'accessibilité aux soins, les mesures mises en place pour aider nos personnes plus démunies. Donc, il y a un certain sentiment d'impuissance chez les soignants qui vont nous amener à réfléchir à de nouvelles approches. Si on définit la gestion des contingences ensemble très brièvement, il s'agit d'une intervention comportementale qui vise à renforcer les comportements souhaités, puis augmenter la motivation à reproduire ceux-ci.
c'est basé sur la psychologie opérante où les comportements est appris, renforcés, puis influencés par ses conséquences. On va venir utiliser des incitatifs externes, donc de l'argent, des prix, des bons de tirage lorsqu'un comportement qu'on a identifié au préalable va avoir été observé. J'ai mis comme exemple l'abstinence ici dans ce cas. Pourquoi la gestion des contingences? Ben, c'est une approche qui démontre beaucoup de données probantes sur son efficacité, puis même certaines, là, je l'ai mis dans mes références à la fin, mais il y a même certaines études qui vont montrer une baisse de la mortalité chez les personnes qui ont eu accès à cette approche par contingence, là, dans une étude spécifique là, de Carlin. Elle se combine à d'autres approches, là, donc renforcement par la communauté, l'entretien motivationnel, réduction des méfaits, est recommandée en général dans le traitement des troubles d'usage, puis dans le guide de la SAM, dans les lignes directrices de la SAM, est aussi considérée comme la plus efficace pour le trouble d'usage des stimulants. Donc, on va réviser un peu les modalités puis les principes pour l'application de la gestion des contingences. Donc, il y a la définition du comportement cible. Donc, c'est quel comportement qu'on vise avec l'approche des contingences? Soit l'abstinence, c'est ce qu'on observe beaucoup dans la littérature, surtout dans les recherches américaines. C'est surtout ce comportement-là qui va être identifié. Mais ça ne nous empêche pas, ça ne nous limite pas à celui-là seulement. On peut identifier la réduction de la consommation, des comportements prosociaux comme l'implication, par exemple, dans des démarches ou encore limiter certains comportements qu'on peut juger plus problématiques. Euh, la présence au rendez-vous peut aussi être un des comportements cibles. J'ai mis et autres comme ouverture parce que évidemment qu'il y a d'autres comportements qu'on peut cibler avec la gestion des contingences. L'important dans ce cas-ci, c'est que le comportement cible, il doit être mesurable et observable. Au niveau du renforçateur, ben, qu'est-ce qu'on utilise comme renforçateur? Est-ce que j'en content? Est-ce que c'est des cartes cadeaux, des coupons de tirage? Encore une fois, j'ai ouvert sur autre chose. Ça peut être d'autres choses qu'on détermine avec la personne. Puis, c'est quoi la valeur? Donc, le montant déterminé, est-ce qu'on parle, si on parle d'argent comptant, est-ce que c'est 20 30 40 Est-ce qu'il y a une progression ou non de la valeur? Les exemples qui vont suivre vont vous montrer un peu qu'est-ce que je veux dire par progression. Puis, est-ce qu'il y a une réinitialisation de la valeur si le comportement est non observé? J'ai mis une astérix ici que lorsque possible, le comportement cible ainsi que le renforcement doit être déterminé avec la personne qui bénéficie de l'approche. La fréquence, à quel moment est-ce qu'on offre le renforcement à la personne? Est-ce que c'est immédiatement après que le comportement a été objectivé ou est-ce que c'est une semaine plus tard ou à quel moment est-ce que le renforçateur est donné? On note dans ce cas-ci que le renforcement il est efficace s'il est donné rapidement. Donc, idéalement, une fois que le comportement est objectivé, si c'est possible. Puis à noter aussi que si le comportement n'est pas observé, ben, il y a une absence de renforcement, donc on ne vient pas renforcer un comportement qui n'a finalement pas été observé. Puis finalement, pendant combien de temps est-ce que c'est donné? Certaines études vont montrer 3 mois, d'autres 12 semaines. Donc, c'est important de déterminer pendant combien de temps est-ce que le renforcement est donné. Puis je tenais à mettre un autre astérix aussi parce qu'il y a des questionnements qui demeurent une fois que euh, l'approche par contingence est cessée. Une fois que le renforcement est cessé, il y a un questionnement qui se pose à est-ce que le comportement se maintient dans le temps ou est-ce qu'on retourne au comportement cible qui avait été identifié au préalable à travailler, mais que finalement, est-ce qu'il se maintient ou pas? Donc, j'ai sorti quelques exemples. Je vais aller rapidement avec cet exemple-ci. Là. C'est un exemple des États-Unis que vous pourrez aller voir. Là. C'était dans un centre de santé aux États-Unis avec des personnes ayant des troubles persistants de santé mentale et de consommation. Dans cette étude-ci, l'abstinence aux substances stimulantes, donc amphétamine, méthamphétamine, cocaïne, avait été visé comme comportement, puis objectivé par des dépistages urinaires. Donc, à chaque semaine, les personnes se présentaient à leur rendez-vous, faisaient un dépistage urinaire.
si le dépistage urinaire était négatif, ben là, il y avait l'occasion d'avoir un renforcement positif. Dans leur cas, eux, ils ont utilisé des prix pigés au hasard, donc dans un bol avec plusieurs papiers. 50% des papiers étaient juste des messages positifs, genre good job, bien joué, lâche pas la patate. Puis l'autre 50% avait des prix potentiels. Donc, je les ai mis ici un peu, là, 1 $, 20 ou 80 $. Euh, ouais. Donc, c'est ça, ça je l'ai dit. Ça je l'ai dit aussi. Dans leur cas, à eux, ils ont aussi ajouté une gradation, une progression. Donc, si à chaque dépistage urinaire négatif qui était présenté, ben, la personne avait le droit à une pige supplémentaire par semaine. Donc, si la deuxième semaine, elle avait présenté un deuxième dépistage urinaire négatif, ben, elle pouvait piger deux billets dans le bol. Même chose, troisième semaine, quatrième semaine. Puis ici, ils ont quand même mis une réinitialisation dans le sens si la personne a présenté un dépistage urinaire positif, ben, la prochaine semaine, si, mettons, elle avait accumulé 3 ou 4 dépistages urinaires négatifs, donc elle pouvait piger jusqu'à 3 ou 4 coupons, ben là, si elle présentait un dépistage urinaire positif, on réinitialisait la valeur à 1. Donc, elle recommençait au prochain dépistage urinaire négatif à un seul coupon qu'elle pouvait piger. Cette étude-là a duré 3 mois. J'ai pris aussi l'exemple de AXMI parce qu'on a pu en parler, là. Donc, AXMI, là, qui est le projet de recherche des laboratoires de Dr. Jutra Aswad sur l'ajout d'un psychostimulant et de la gestion des contingences. Donc, eux, ce qu'ils avaient ciblé comme comportement, c'était la présence. La présence permettait, en effet, d'offrir d'autres interventions de traitement. Donc, quand je parlais que ça se greffe très bien avec d'autres approches, ben, si on voit la personne, ben, on peut effectivement apporter ces interventions-là à la personne. Ça réduisait la honte qui était liée au dépistage urinaire. Ça favorisait la consommation qui était non obstinente. Donc, l'objectif n'était pas d'arrêter la consommation. Il y avait d'autres objectifs à ce niveau-là. Donc, ça favorisait leur engagement. Puis, ça augmentait significativement l'assiduité des participants. Le renforcement qu'eux ont utilisé, c'est l'argent comptant. Donc, pour les usagers d'AXMI, c'était perçu comme une récompense réelle qui était prévisible et puis valorisante. Ils l'ont utilisé avec escalade, sans réinitialisation. Donc, eux, concrètement, la première semaine que tu étais présent, ils te donnaient 20 $, puis c'était plus 10 $ à chaque semaine de présence, avec un bonus de 20 $ à la deuxième séance. Fait que, brièvement, semaine 1, tu avais 20 $. Semaine 2, tu avais 50 $ à cause du bonus. Semaine 3, tu avais 40 $ et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'approche par contingence. Puis si une personne manquait en fait une semaine, elle ne se voyait pas réinitialiser, mais elle partait au montant de la semaine suivante. Donc, disons qu'elle a manqué la semaine 2, où est-ce qu'il y avait le bonus. Ben, au lieu d'avoir 50 $, ben, la semaine suivante, elle avait le 40 $. Il n'y avait pas de réinitialisation. Puis le renforcement était immédiatement par le clinicien. Donc une fois que la rencontre était faite, on donnait une séance, durée, moment, ben, le paiement était effectué après chaque séance. C'était soit en argent comptant ou en transfert. Il y avait une possibilité d'accompagnement budgétaire, puis la durée a été de 12 semaines. J'ai pensé à quelques enjeux, puis il y en a probablement d'autres, là. Donc, à la période de questionnement, je vous inviterai à les poser aussi, les enjeux potentiels que vous observez. Mais un des enjeux identifiés, c'était par rapport à l'abstinence comme comportement cible. C'est, ben, pour certaines personnes, faire des dépistages urinaires à chaque semaine peut être perçu comme stigmatisant et avoir un certain contrôle sur eux, leur vie, leurs objectifs personnels. Euh, Puis je soulevais aussi le fait qu'avoir un faux positif peut contribuer à un sentiment d'injustice. Tu sais, si la personne n'a vraiment pas consommé, puis que malgré tout, on se fie au dépistage urinaire qui ressort positif, ben, je crois qu'on est un peu contre-productif dans le renforcement du comportement désiré parce que ben,
on vient finalement contrer ce que la personne, les efforts que la personne a réellement mis. Encore une fois, je pense que c'est important de le soulever que le comportement cible doit être déterminé avec la personne. Les autres enjeux, je les ai regroupés sous forme de l'acceptabilité par les personnes, par les cliniciens, par la société. J'en ai mis quelques, encore une fois, on va pouvoir soulever ensemble. Donc, au niveau de la stigmatisation, euh, c'est sûr, ben, moi particulièrement, c'est peut-être mon biais, là, mais je travaille avec beaucoup de personnes très vulnérables puis très précaires au niveau financier. Donc, c'est à se questionner, est-ce qu'eux ont même le choix de pouvoir refuser une approche par contingence si un 20 ou un 100 ou peu importe le montant déterminé peut avoir un impact significatif sur leur situation financière actuelle. On peut penser à l'accessibilité des soins. Est-ce que tous nos usagers ont accès aux soins? On sait que des fois, certaines personnes n'auront pas accès aux soins par la façon qu'ils sont traités aux urgences, par exemple, ou dans la société en général. Puis on pense aussi à l'individualisation des problèmes sociaux, dans le sens que cette approche-là prend peut-être pas compte de toutes les modalités, comme par exemple l'itinérance ou les enjeux plus macro. Alors on vient porter plus la responsabilité du comportement sur la personne sans nécessairement considérer tous les autres enjeux sous-jacents. J'ai mis le paternalisme parce que c'est intéressant. Au début de la stigmatisation, je parlais de la précarité financière, mais il y a comme un autre envers de la médaille de ben, les personnes sont libres de choisir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent. Si pour eux, participer à une approche par contingence leur permet d'avoir plus d'argent puis leur permet de sécuriser un revenu quelconque, ben, comme, comme clinicien, euh, on n'a pas nécessairement à juger où est-ce que cet argent-là va. Euh, Puis juger qui peut bénéficier de cette approche-là ou non. Donc, je pense que c'est intéressant de s'attarder à cette question-là du paternalisme, puis comment les personnes vont gérer leur propre argent par la suite, les récompenses qu'on soulève. Puis, pour les personnes, j'ai soulevé aussi la valorisation. Ben, c'est sûr que ça doit être valorisant, le renforcement, sinon il n'y aura pas d'impact sur le comportement comme tel. Par les cliniciens, j'en ai parlé un peu avec des collègues, puis j'ai sorti quelques points qui sont sortis de nos conversations. Ben, c'est sûr, il y a un certain inconfort dans la gestion des transactions. Tu sais, il peut avoir comme un focus sur la récompense, puis on passe à côté euh, de d'autres problématiques ou d'autres enjeux qui sont importants ou pressants à aborder, comme par exemple l'hébergement ou bon, c'est la consommation ou d'autres choses. Des fois, on peut se concentrer uniquement sur cette récompense-là. Puis un questionnement au niveau de l'authenticité du lien thérapeutique, puis le rapport de pouvoir qui peut se créer entre le clinicien puis la personne qui bénéficie de l'approche, donc à garder en tête. Puis par rapport à la population, puis la société en général, ben, c'est sûr, c'est une approche qui a besoin d'argent, là. Tu sais, si on est pour utiliser l'argent comptant comme renforcement, ben, on a besoin d'une enveloppe budgétaire pour pouvoir donner cet argent-là. Donc, il y a toujours un questionnement sur les coûts. Puis, c'est une question de valeur de société. Tu sais, on peut l'entendre, tu sais, j'en ai déjà parlé avec la stigmatisation que nos usagers peuvent vivre, mais c'est aussi une question de valeur de société. Tu sais, dans certaines recherches, on peut lire, ben, certaines personnes vont dire, ben, pourquoi payer ces personnes-là pour qu'ils changent leur comportement alors que ben, ils devraient déjà le faire, leur comportement, ils devraient juste arrêter la drogue. Donc, il y a un clash de valeurs là aussi pour l'acceptabilité au niveau de la société. Donc, brièvement, c'est les enjeux d'acceptabilité que j'ai vus, mais il y en a certainement d'autres. J'espère les avoir bien vulgarisés, mais on pourra les reprendre peut-être dans la période de questionnement. Puis, enfin, j'ai retiré deux exemples que j'avais faits pendant ma capsule en 2022. En fait, c'était deux exemples qui n'étaient pas de la gestion des contingences à proprement parler, mais c'était comme une inspiration de la gestion des contingences. D'ailleurs, on sait que dans les recommandations qui sont émises, souvent, on parle de gestion des contingences pendant les discussions de cas éco. Donc, j'ai soulevé deux exemples qui pouvaient peut-être être inspiré de.
Donc, dans ce cas-ci, on a une personne qui est hospitalisée pour une longue période. On sous-entend ici qu'il n'y a pas d'enjeux légaux puis que la personne peut sortir de façon accompagnée ou non accompagnée pendant son séjour hospitalier. Ce qui a été convenu avec cette personne-là, c'est que dans son plan d'hospitalisation, elle aurait 2 congés temporaires par semaine, une non accompagnée puis l'autre accompagnée d'un clinicien. Où est-ce qu'on s'attardait? C'était sur le respect des règles de l'unité. Donc, on peut penser que c'est quelqu'un qui respectait pas nécessairement les règles de l'unité, pouvait crier ou déranger ses voisins ou être en chicane avec les employés. Alors, on a identifié dans ce cas-ci des comportements prosociaux. Est-ce qu'il respecte les règles de l'unité? Puis, est-ce qu'il a respecté son heure de retour pendant sa sortie non accompagnée? Euh, Si les 2 comportements, si ces 2 questions-là ont été répondues par oui, en fait, la personne pouvait avoir une troisième sortie bonus. Euh, donc voilà. Donc ça, c'était une première un peu idée de comment appliquer la gestion des contingences ou s'inspirer, pas l'appliquer, mais s'inspirer de l'approche sans nécessairement avoir l'enveloppe financière pour offrir une récompense comme dans les autres exemples avec AXMI ou avec l'exemple aux États-Unis que j'ai soulevé plus tôt. Le deuxième exemple, c'est un exemple un peu plus typique, nous, à la clinique externe de psychiatrie des toxicomanies. Tu sais, on a une personne qui est hospitalisée à maintes reprises, qu'on essaie d'arrimer à nos services. Une personne qui accepte dans un premier temps des services en externe, mais une fois qu'il est congédié de l'hôpital, ben, malgré qu'on essaie d'aller la voir directement dans la rue, malgré qu'on collabore avec les organismes avec qui est fait affaire, ben, on n'arrive juste pas à l'arrimer à nos services. Puis on juge que c'est une personne qui aurait besoin de soins. Afin d'encourager le processus puis de favoriser l'engagement de la personne dans son suivi, ben, l'incitatif externe qu'on lui a proposé a été l'ouverture d'un compte en fiducie avant le congé d'hospitalisation. Fait que dans ce cas-ci, c'est vraiment pas un renforcement comme un incitatif, comment dire, c'est pas un renforcement qui vient s'ajouter. C'est une façon d'offrir peut-être un incitatif externe à venir nous voir en clinique externe, puis qui permet au minimum un contact avec la personne. Puis je tiens à dire que le contact avec la personne est ce qui nous permet de travailler toutes les autres choses. Donc voilà. Ouais. Donc encore une fois, c'est une inspiration, puis que ce n'est pas une application concrète de l'approche. Donc, les messages clés à retenir, que c'est une approche qui présente des données favorables, elle peut se greffer à d'autres approches. L'application, par contre, elle doit être rigoureusement réfléchie, puis en impliquant autant que possible les usagers concernés. Ici, bon, vous l'aviez eu pour la plupart, là, que c'est une intervention comportementale visant à renforcer les comportements souhaités et augmenter la motivation à les reproduire. Et puis, ici, la réponse était évidemment faux, malgré que quand on regarde la plupart des données, c'est souvent sur l'abstinence que le comportement cible est porté parce qu'il ben, y a une façon de l'objectiver avec les dépistages, mais bon, on ne retournera pas nécessairement dans ce que j'ai expliqué plus tôt. Alors, voilà mes références. Et puis, dans les questions, commentaires, ben, si je peux orienter, libre à vous de poser quelques questions que ce soit, mais si je peux orienter, vous, si vous aviez une enveloppe magique qui arriverait, est-ce que c'est une application, est-ce que c'est une approche à laquelle vous penseriez faire ou est-ce que, qu'est-ce que vous pensez en général de cette approche-là? Donc, je vais arrêter le partage et puis je vais céder la parole à Marianne. Oui, est-ce que vous m'entendez?